Bonjour à toutes celles et ceux qui parmi vous nous rejoignent. Vous écoutez Radio Taïwan International, diffusée depuis Taipei, Taïwan, et nous vous proposons notre émission au micro de RTI. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Meg Wang pour Au micro de RTI, consacré aujourd'hui à un entretien assez spécial avec une chercheuse britannique-italienne qui est basée à Taipei depuis un peu plus d'1 an. Oui, elle est également francophone pour avoir fait des études à Paris et actuellement elle est consultante pour Taiwan Next Generation Next Gen. Et elle a également travaillé pour d'autres groupes de réflexion et de recherche comme l'Observer Research Foundation et Double Think Lab. Voilà, en dehors de ces recherches, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la jeunesse taïwanaise parce que Laura Bonsaver a justement travaillé sur l'influence des réseaux sociaux chinois sur les jeunes taïwanais. Oui, elle va commencer par nous présenter le début de sa recherche. Je suis consultante en communication, chercheuse en relations internationales. Avant de venir en Taïwan, ce qui m'intéressait toujours était les perceptions qu'on peut avoir pour les gens d'autres pays. Quand j'étais au Royaume-Uni, c'était les perceptions des Anglais sur la Chine. Mais là, en venant en Taïwan, c'est super intéressant à savoir ce qu'ils pensent là en Taïwan de la Chine. Puis ça a commencé il y a 1 an et j'ai entendu beaucoup d'amis ou collègues aussi parlaient de ce phénomène de beaucoup des adolescents qui utilisaient de plus en plus de argot et langage venant de Chine. Et qu'il y a de plus en plus de contenu chinois qui apparaît sur les fils d'actualité à Taïwan. Et du coup, ça, c'était intéressant, des collègues de vingtaine et trentaine qui avaient ce sentiment un peu mal à l'aise avec ce phénomène. Et du coup, je me demandais pourquoi les adolescents qui sont pas mal à l'aise forcément, qui utilisent les mots sans problème, tandis qu'il y a les trentaines qui pensent « Ah non, mais c'est un peu bizarre, je ferais pas ça ». Et du coup, moi, ça m'intéressait beaucoup, cette différence entre... C'est kind of sous-générationnel parce que là, ils sont tous jeunes. Mais en fait, une personne de 15 ans et une personne de 35 ans vivent dans un environnement numérique complètement différent. Et du coup, c'est super important à être curieuse à comment les perceptions pourraient être différentes. Et c'est super important à dire que c'est pas une question d'identité. Cette recherche n'est pas basée sur la question de est-ce que les Taïwanais se sentent Taïwanais. Ça, c'est super important pour moi de dire. Parce que c'est sûr que la grande majorité des Taïwanais se sentent Taïwanais. Et ça, c'est pas en question. Du coup, mes recherches, c'est plutôt les perceptions de la Chine. Et est-ce que le contenu qu'on voit chaque jour va influencer les perceptions qu'on a de la Chine? Et surtout parmi les jeunes, s'ils voient beaucoup de contenu et s'ils utilisent plus de mots de Chine, est-ce qu'il y a un effet sur les perceptions? Et pour ce contenu perçu par les adolescents ou les jeunes taïwanais, comment vous les avez ciblés? Oui, du coup, moi, j'ai mené un sondage de 100 jeunes. D'accord. De 13 ans jusqu'à 33 ans. Et aussi des étudiants qui viennent en venant de Taïwan, mais des régions très différentes. C'est pas que Taipei. Moi, quand je travaillais dans un think tank qui fait beaucoup de travail dans des régions différentes pour parler avec les écoles, et surtout les écoles qui ne sont pas forcément dans les grandes villes, qui ne rencontrent pas souvent des gens qui viennent d'autres pays. Et du coup, c'est un projet de parler des sujets internationaux avec eux. Et du coup, déjà, le think tank avait beaucoup de liens avec ces écoles dans les régions différentes. Du coup, on a utilisé ce lien avec ces écoles-là. Et c'était pareil pour les universités. On avait déjà des liens avec des universités différentes à Taïwan. Votre recherche s'intéresse plutôt aux perceptions des Taïwanais sur la Chine et à la manière dont ces perceptions peuvent être influencées par le contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, est-ce que ce qui ressort, il y a une différence entre les gens des villes ou des gens de la campagne? Pas trop en fait. Là, il y a presque pareil. Les variations, c'était surtout l'âge.
C'est important à dire que c'est pas que l'âge aussi, parce que mon sondage, on a demandé des autres questions. Par exemple, s'ils ont déjà des liens avec la Chine, de la famille ou des amis en Chine. Et on a trouvé que si les jeunes ont ça va influencer les opinions. Ils ont plus de chances qu'ils vont avoir des opinions positives. Et du coup, parfois, il y a des autres facteurs qu'il faut considérer aussi. Et quand vous dites, vous avez interviewé des jeunes de 13 à 33 ans, et c'est à partir de quel âge il y a une différence d'opinion? Moi, j'ai divisé en deux. Du coup, c'était à partir de 20-23 ans. Et là, il y a l'âge, le change le plus fort. On a divisé le sondage en deux groupes aussi. Les questions sont un peu différentes aussi. Parce que là, il y a une partie où les questions sont exactement la même. Et du coup, pour ça, ça veut dire qu'on peut comparer les deux. Mm-hmm. Mais aussi, il y a des questions qui sont différentes. Ceux qui étaient plus âgés dans les vingtaines et trentaines, ils ont des questions sur les adolescents aussi. Par exemple, est-ce que vous êtes concerné par le fait que... Ou comment est-ce que vous voyez ce phénomène? Est-ce que vous pensez que les adolescents sont plus influencés maintenant qu'avant? D'accord. Et ça, c'était intéressant, en fait. Parce que là, on a trouvé... Il y a beaucoup de différences entre les deux groupes. Tout d'abord, il y a le contenu qu'ils voient chaque jour. Le pourcentage était plus élevé parmi les adolescents de contenu positif sur la Chine. Aussi, les adolescents utilisent de l'argot et le langage de Chine de un pourcentage plus élevé. Mais là aussi, une grande différence, c'était le rejet et la résistance de ceux qui étaient plus âgés. Parfois, il y a un peu plus de contenu positif parmi les ados, mais le contenu négatif parmi les plus âgés, c'était plus grand. Donc ça, c'était plus marquant, le fait qu'il y a plus de contenu négatif parmi ceux qui ont 28 ans, 29 ans, 30 ans. Et ça peut aussi réfléchir en des algorithmes. Parfois, il y a déjà des opinions différentes. Et aussi, quand on parlait de ce phénomène-là, les jeunes plus âgés, les jeunes adultes, sont beaucoup plus concernés par ce phénomène. Et ça, c'est intéressant parce que là, il y a la perception de ce phénomène est différente. Parce qu'on voit les jeunes adultes, on a beaucoup qui vont « Ah, je m'inquiète beaucoup. Je pense que ça va faire un grand effet si les adolescents utilisent ce langage de Chine. Ça va influencer comment ils voient la Chine. » Mais beaucoup des adolescents ont dit « Non, il n'y a pas de relation entre les deux. Je peux dire ce que je veux, mais ça ne va pas influencer mon opinion. » Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut dire, est-ce que ça veut dire que les plus âgés s'inquiètent trop? Ou si les adolescents sous-estiment l'effet? Il y a les deux. Et ça, c'était intéressant à voir que les perceptions sont différentes de ce phénomène. Et les jeunes adultes de 20 à 30 ans qui s'inquiètent de voir les plus jeunes utiliser le langage qui vient du continent chinois, comme vous disiez, ou certains exemples de langage, ils s'inquiètent à quel niveau? Que ça passe dans le langage de tous les jours des jeunes Taïwanais et qu'ils en perdent un petit peu la richesse de leurs origines, ou ils s'inquiètent du fait que ce langage peut être manipulé pour donner un autre narratif voulu ou par la Chine, par exemple, de choisir des termes qui vont exprès modifier un peu le sens pour que ça devienne une habitude. Et c'est à quel niveau qu'ils s'inquiètent? Pour moi, c'est la partie plus intéressante pour moi parce que c'est là où les statistiques ou les pourcentages sont vraiment élevés. Parce que, par exemple, les jeunes adultes s'inquiètent plus de l'influence de la Chine sur les adolescents. Ils s'inquiètent sur les adolescents, pas forcément d'eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est souvent les jeunes adultes, le plus âgé qui s'inquiètent de plus d'influence. Dans 86% d'entre eux estiment que les ados sont aujourd'hui plus exposés à la culture chinoise qu'avant. Et plus facilement influencés. C'est vraiment élevé, qu'ils pensent qu'il est devenu plus facile pour les jeunes Taïwanais de rencontrer et d'accepter des éléments de cette culture. Aussi, il y a cette inquiétude va jusqu'à du langage aussi. On a parlé de langage venant de Chine. Et 63% disent avoir remarqué une hausse de l'usage de l'argot chinois chez les ados et ils ont une perception plutôt négative. Ils ont dit, oui, j'ai vu ça et je pense que c'est un phénomène négatif. Et puis, entre les deux groupes d'âge, quand on leur demandé si l'utilisation de l'argot chinois pourrait influencer le sentiment de proximité avec la Chine, les plus âgés sont nettement plus nombreux à le penser que les ados eux-mêmes. Chez les adolescents, seulement 21% estiment que ça pourrait avoir un effet, tandis que 57% ne pensent pas que cela changera grand-chose.
En revanche, dans le groupe plus âgé, 64% considéraient que ça peut effectivement avoir un impact, contre 27% qui restent sceptiques. Du coup, ça, c'est une grande différence de jeunes adultes qui pensent que ça va avoir un effet sur les perceptions. Et une question peut-être, parce que vous avez beaucoup insisté sur la perception des jeunes en fait. Oui. Mais est-ce que des perceptions qui continuent pourront influencer au final l'identité en fait des Taïwanais? Ça, c'est une question super difficile parce que je pense que les perceptions et l'identité peuvent être deux choses différentes. Parce que je pense qu'une opinion politique peut changer beaucoup plus facilement que sens d'identité. Sens d'identité, c'est super fort et les Taïwanais, ils se sentent vraiment Taïwanais et ça change pas. Du coup, pour changer l'opinion, ça peut arriver. Peut-être dans 10 ans, on ne sait pas si la relation entre Taïwan et la Chine sera différente, de comment ça peut influencer les gens, ça pourrait changer. Mais je pense que l'identité, ça, c'est plus fixe, je pense. Et aussi, pour moi, c'est super important de n'être pas alarmiste aussi. Parce que là, dans les relations internationales, il y a les journalistes qui aiment dire « Ah, ce phénomène, ça va avoir un grand effet, on a besoin d'avoir peur. » Et c'est important pour ma recherche de rester curieux, de demander ces questions, mais on ne peut pas dire « Ah, ça veut dire qu'il y a un phénomène négatif, forcément. » Et ça, c'est important. Aussi, on peut dire qu'on en parle de les adolescents qui parlent de plus en plus avec les adolescents en Chine parmi les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que la communication peut nous aider à discuter, à échanger des idées différentes et ça, c'est aussi important. Du coup, oui, c'est important de ne considérer ce phénomène pas forcément une chose négative, mais juste reste curieux. Continuer à demander aux adolescents, à tous les âges, des perceptions. Les jeunes, les très jeunes en fait, qui regardent les contenus plutôt positifs et utilisent les langages chinois, est-ce qu'ils sont conscients que ces contenus ont été fournis volontairement par la Chine? Est-ce qu'ils ont cet avertissement que c'était quelque chose de fabriqué et qui ne correspond pas forcément à la réalité? Non, pas du tout. Déjà, je pense que c'est super facile à écouter des mots et ne savoir forcément qu'ils viennent de Chine. Moi, je suis anglaise et on fait ça avec le langage américain. On entend souvent les Américains parler avec l'accent, avec leurs mots et on utilise souvent le mot dans nous-mêmes. Et nous ne savons forcément pas si ça vient des États-Unis ou d'Angleterre. Et du coup, je pense que parfois, déjà, il y a cette évolution de langage c'est important de n'assumer pas forcément que ça veut dire que c'est une grande chose, ça va avoir un grand effet parce que la langue peut changer. Puis en termes de contenu qu'ils voient, je pense que beaucoup d'adolescents sont conscients que beaucoup de contenu qu'ils voient, pas seulement venant de la Chine, mais qu'il faut questionner. Il y a beaucoup de fausses informations. Et quand on a parlé de ça dans le sondage, il y a beaucoup des adolescents qui déjà pensent « Ah, mais quand j'ai vu de contenu venant de la Chine, je pense déjà que c'est pas forcément vrai, j'ai pas de confiance. » Là, il y a aussi des adolescents qui disaient « Ah, mais je n'ai pas confiance dans toute l'information quand même, même s'il vient de la Chine ou des autres pays aussi, je ne suis pas sûre. » Mais aussi, il y avait des ados qui ne sont pas sûrs toujours. Du coup, il y a beaucoup des adolescents anxieux aussi qui ne savent pas quoi faire et comment savoir. Du coup, c'est difficile parce que d'une manière, c'est triste à savoir que les ados maintenant ont ce sens de apathie ou de confusion ou toutes ces émotions qui viennent du fait qu'ils sont conscients que le fake news est omniprésent. Et ça, c'est d'un côté un peu triste, mais d'un côté aussi, ça nous encourage qu'ils sont conscients. Ils peuvent avoir critical thinking quand ils voient ce contenu. Ils ont besoin de plus de soutien, je pense, parce que là, il y a beaucoup d'adolescents qui sont anxieux, sont un peu perdus, ne savent pas quelle information ils peuvent avoir confiance. Et par rapport à vos expériences et observations, quels sont les moyens que vous pensez qu'il est important ou possible de mettre en œuvre pour aider ces adolescents? Vous disiez ils sont anxieux, vous avez même répété plusieurs fois. Oui. Face à ce risque de fausse information ou de manipulation, d'influence, qu'il y ait du vrai ou du faux, comment les aider à ne pas tomber justement dans cette dialectique? Soit c'est tout vrai, soit c'est tout faux. C'est super difficile en fait parce qu'on ne peut pas bloquer l'information. Que là, on se retrouve dans une situation super difficile à naviguer parce que
On ne peut pas bloquer l'information, on peut juste être plus conscient ou plus alert au fait. Je pense qu'il y a beaucoup de think tanks et groupes déjà qui font beaucoup de travail sur ça, sur l'éducation aux médias, qu'ils vont dans les écoles pour en parler, pas seulement les jeunes, mais aussi avec les adultes. Je pense que le gouvernement pourrait investir plus, organiser plus de programmes comme ça, aller dans les écoles, parler avec les étudiants, avec les parents et les familles aussi. Du coup, déjà, juste discuter ce phénomène, de parler un peu plus, ça peut déjà nous aider. Mais oui, c'est super difficile. Oui. Moi, déjà, je peux offrir des données, je peux inciter des conversations, nous aider de discuter ça. Mais là, ouais, les solutions sont difficiles à trouver. Et par rapport aux différentes influences que vous avez pu observer, en tout cas dans la perception, notamment des adolescents taïwanais vis-à-vis de la Chine, quels sont les différents niveaux d'influence ? Il y a celle du langage, vous disiez. Est-ce que vous avez observé d'autres niveaux d'influence, que ce soit phénomène de groupe, on va suivre tout ce qui se passe sur le réseau social, etc., ou d'autres niveaux auxquels je ne pense pas forcément d'ailleurs? Oui, l'autre question, c'était s'ils trouvent la Chine attirant comme pays de vivre. D'accord. Et là, la différence, c'était pas super grande. En général, c'est assez bas. Vous avez les jeunes plus âgés qui trouvent la Chine pas attirante du tout. Et ça, c'était plus fort. Je crois qu'on peut aussi compléter ici par rapport à une question que vous avez posée dans justement cette question, en fait, dans le sondage, c'est-à-dire est-ce que les adolescents trouvent la Chine plus attirante? On peut aussi compléter que d'après votre sondage, il y a 9% des adolescents qui trouvent la Chine plutôt attirante comme lieu de vie, contre seulement 5% chez les jeunes adultes. D'ailleurs, c'est surtout dans l'autre sens que l'écart est marquant, c'est-à-dire 39% des jeunes adultes disent trouver la Chine extrêmement peu attirante, alors que c'est le cas de seulement 17% des jeunes adolescents. Et justement, des différentes observations que vous avez pu faire pour cette recherche, est-ce que vous avez senti, ou plutôt quelle est la place des réseaux sociaux dans la vie informative de ces jeunes? Est-ce qu'ils assimilent le réseau social comme un média d'information, ou est-ce qu'ils vont quand même regarder d'autres médias en sachant que les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram, etc., ça donne du contenu, mais pas forcément de l'information? Ils sont conscients de ça? La plupart des informations qu'ils voient viennent de réseaux sociaux. La plupart des adolescents ne voient pas forcément la news. Ils considèrent les réseaux sociaux comme source. Oui, c'est ça. Okay. Et c'est difficile parce que tous les âges, ils ont du mal à savoir d'où vient le contenu. Même on peut savoir que le contenu, c'est pas forcément vrai. C'est super, super facile quand même à influencer, même quand on sait qu'il y a de fake news partout. Et du coup, ils s'influencent les uns les autres aussi, en fonction de ce que le copain va regarder comme contenu. Il va être influencé pour suivre le même, c'est ça? Oui. Même si cette recherche se focalise sur la Chine, c'est super important à dire que la désinformation, c'est partout. C'est pas forcément seulement de la Chine. C'est aussi important de dire que tout le contenu qu'on voit venant de la Chine, c'est pas forcément de désinformation. Je veux pas encourager les gens de n'avoir pas confiance dans tout le contenu qu'on voit venant de la Chine. Bien, merci beaucoup. Merci, Moussa, pour m'avoir invité. Hors micro, Laura Bonsaver a insisté sur le fait que nous assistons à un véritable changement générationnel basé sur le contenu que les jeunes regardent et leur propre jugement sur l'influence que cela peut avoir sur eux. Elle ajoute aussi que c'est important de continuer à observer la situation pour mieux comprendre si, peu à peu, il y aura une influence, quel type d'influence il y aura, notamment sur la façon des jeunes, plus jeunes et moins jeunes, de voir les choses. Merci à tous d'avoir suivi au micro de RTI proposé par Meguin et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International en compagnie de Laura Bonsaver.